Police, justice, est-ce qu'on a raison de les opposer? On va voir ça tout de suite avec mes invités et c'est le sommaire de ce JT Alternative Police. Alors avec moi sur le plateau, Philippe Bilger. Philippe Bilger, vous êtes magistrat honoraire, vous êtes président de l'Institut de la Parole, vous êtes chroniqueur à Sud Radio, à CNews et vous animez un blog Justice au singulier. Parce qu'il n'y a qu'une justice. Vous avez tout dit, bravo. Voilà, j'ai tout dit. Avec moi aussi, Denis Jacob, vous êtes président du syndicat Alternative Police. Police, justice, la chaîne pénale, est-ce qu'on a raison de les opposer ? On a tort de les opposer dans le principe, mais pratiquement, il est clair que j'ai toujours considéré que malheureusement, et c'était une tragédie démocratique, police et justice sont assez souvent opposés pour des raisons que je pourrais développer, et c'est un grand drame. On ne s'interroge pas assez sur le fait qu'il y a un hiatus, voire un gouffre, entre la justice et la police, et probablement parce qu'il y a une méconnaissance réciproque. Et avant de développer tout cela, j'aimerais dire d'emblée la raison pour laquelle j'ai toujours soutenu la police quand elle était irréprochable. Et je n'ai jamais discuté le fait qu'elle devait être poursuivie lorsqu'elle avait commis des délits ou des crimes. Je déteste le terme bavure, ça n'a aucun sens, délit ou crime. Parce qu'en réalité, tous ceux qui critiquent ou vitupèrent la police, j'ai envie de leur demander la chose suivante. Aux qualités que vous réclamez des policiers, est-ce que vous connaissez beaucoup de métiers ou de professions qui auraient été dignes de l'être, y compris les politiques partisans de gauche ou d'extrême gauche? Donc j'ai toujours eu une infinie modestie face à la réalité de la fonction policière qui impose des devoirs, des dangers, des risques, avec malheureusement trop rarement le soutien politique. Denis Jacob, comment ils le vivent vos collègues ? Alors tout d'abord, je ne peux que rejoindre les propos de Philippe Bilger. Bien évidemment, opposer police-justice n'a aucun sens, mais il est vrai que sur le terrain, nos collègues, trop souvent, ne comprennent pas les décisions de la justice, mais c'est aussi parce que la police a une méconnaissance de la justice et inversement, la justice a une méconnaissance de la police. Or, sans l'un ou sans l'autre, la chaîne pénale est rompue et on ne peut pas avoir la sécurité, la justice que nos concitoyens sont en droit d'attendre de nos institutions. Donc il faut en parler librement, sans tabou, et puis il ne faut pas avoir peur de dire que si on réforme la police nationale, si on met des moyens à la police nationale, eh bien il faut aussi faire la même chose pour la justice. C'est le sens des propositions que l'on fait pour améliorer les relations et la compréhension entre les deux institutions. La méconnaissance, c'est la seule raison de cette incompréhension? Non, ça n'est pas la seule. Bien sûr, c'est fondamental de mieux connaître les fonctions des uns et des autres. Mais il y a quelque chose de plus profond dans la magistrature qui a à faire avec la police. D'abord, évidemment, ça n'est pas la règle. Mais j'ai souvent noté, même si je n'ai... Pendant plus de 20 ans, j'ai eu affaire à des enquêtes à la cour d'assises qui parfois étaient bien faites. Mais j'ai souvent noté de la part des magistrats, en rapport avec la police, une sorte de condescendance, voire de mépris qui pourrait se résumer ainsi. La magistrature a l'esprit propre et la police a les mains sales. Alors dire que la police a les mains sales, si on veut dire par là qu'elle est comme Créon face à Antigone et qu'elle est chargée de se débrouiller avec la lie de la société, je suis d'accord. Mais si ça consiste à dire qu'elle a les mains sales pour la dénigrer et la mépriser, je ne suis plus du tout d'accord. C'est pour ça qu'il faudra un jour réfléchir sur une nouvelle organisation ministérielle. Je sais que peut-être Denis ne sera pas d'accord. Tant qu'on aura un ministère de l'Intérieur et un ministère de la Justice distincts, on ne pourra jamais espérer pacifier les relations de la police et de la justice. J'aurais rêvé, on a le droit de rêver, l'utopie est permise d'un grand ministère de la justice et de la sécurité, au sein duquel il y aurait eu un secrétariat d'État, police, sécurité, et de l'autre, justice. Ça n'arrivera jamais. Donc je ne suis que plus à l'aise pour le formuler. Ça aurait été une manière
de montrer à quel point il ne peut pas y avoir de véritable autorité régalienne si on n'a pas une complémentarité absolue entre justice et police. Pas de complémentarité. Vous avez parlé d'une sorte de dédain, alors qu'il faudrait plutôt une solidarité, en fait, entre police et justice. C'est ce que vous dites aussi? Alors, comprenez bien, je n'ai jamais prétendu énoncer des vérités scientifiques. La subjectivité que j'ai toujours assumée depuis plus de 50 ans est un gage de liberté, mais pas forcément un gage de lucidité. Vous entendriez d'autres magistrats ou anciens magistrats, ils diraient « mais non, ça n'est pas vrai ». Moi, c'est ce que j'ai constaté à partir de mon approche judiciaire, justice de luxe, la liberté d'expression, et encore une fois, aux assises, je n'ai pas été en permanence sur le terrain. Mais c'est la perception que j'ai toujours eue quand je lis des tribunes, quand je lis des articles, et je ne parle pas simplement du syndicat de la magistrature qui, au lieu de servir la justice, se sert d'elle. Je ne parle pas seulement de la gauche ou de l'extrême gauche. Malheureusement, cette vision délétère a gangrené, j'allais dire, presque l'ensemble de la classe politique, parce qu'en réalité, comment vous dire, si vous le permettez, il y a quelque chose qui s'est dégradé lors des Gilets jaunes. Je veux dire par là que j'ai été un partisan de l'origine du combat des Gilets jaunes. Mais il y a eu après une perception totalement délétère de la part des politiques et des médias. C'est un moment capital dans la dégradation des rapports justice-police et médias, parce que on a considéré, on a en permanence mis sur le même plan les violences illégitimes qui ont été commises parfois et l'usage de la force légitime. Lorsqu'on a mis sur le même plan, et on continue à le faire, parlons net, brutalement, les voyous, les violents qui s'en prennent à la police, et le rôle fondamental et démocratique de la police, on enclenche un terrible processus. Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin, Denis Jacob, dans la coopération police-justice? Et on parlait de duo au début, police-justice. Vous avez évoqué un trio police-justice-média. Hein, on devrait parler d'un trio. Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin aujourd'hui? Quelles sont les propositions du syndicat? Vous savez, Alternative Police est fermée à rien du tout. Moi, tout ce qui permet d'améliorer les conditions de travail des policiers sont toujours bonnes à étudier. Alors, un grand ministère, bon, effectivement, je pense qu'on ne le verra jamais, mais à la limite, pourquoi pas, dès lors que la police est dans son rôle, la justice est dans son rôle. Je rappelle quand même que partie de la police est déjà sous l'autorité de la justice, hein, les officiers de police judiciaire sont sous l'autorité du parquet. Donc il y a déjà ce lien. Vous allez aussi loin, peut-être la réforme de la procédure pénale. Alors ça, c'est une des revendications, une des premières revendications qu'on a portées fortement à la création d'Alternatives en 2015, puisque nous sommes à l'origine de la proposition d'oraliser la procédure et de la généraliser. Tout ça pour gagner du temps de travail de terrain par rapport au temps de rédaction, puisque aujourd'hui les enquêteurs passent plus de temps à rédiger dans un bureau qu'à mener l'enquête sur le terrain. Donc on est partisan de l'oralisation, on est partisan à mettre en place, et nous l'avons proposé à la fois dans le cadre de la rédaction du livre blanc de la sécurité pendant 1 an et demi, et plus récemment avec le Beauvau de sécurité dont la clôture va intervenir très, très prochainement. Nous proposons de renforcer le lien avec la justice et notamment en scolarité de développer encore plus ce qui existe par des stages pratiques des policiers au niveau de la justice pour comprendre le travail de la justice et inversement, mais ça existe déjà un peu dans certains endroits, et inversement en école de magistrature, les futurs magistrats d'aller en commissariat pour voir ce que c'est que le travail des policiers. Ça, c'est une proposition forte que nous avons, nous sommes les seuls. Oui, c'est un peu cela, mais pour mieux travailler ensemble, il faut déjà se connaître. Après, on peut parler franchement, dans la police nationale, on sait qu'il y a une très minorité de policiers qui se comportent mal. On sait aussi que dans la justice, on a certains magistrats
qui restent minoritaires, je l'espère, qui sont particulièrement dogmatiques et contre la police. Finalement, c'est dans tous les métiers. Hein, ça. Dans tous les métiers, il y a des brebis galeuses. Mais en fait, pardon, je rebondis sur ce qu'a dit Denis Jacob, je ne suis pas fanatique de ces Beauvau de la sécurité. Je veux dire, ou alors, il faudrait qu'il soit empli de plénitude. Un Beauvau de la sécurité n'a de sens que si on y a les policiers, que si on y met les magistrats, que si on y met les journalistes et les citoyens, parce que c'est le seul moyen de sortir l'approche policière de l'idéologie d'un certain nombre de gens. Ça, c'est fondamental. Et deuxièmement, sur la réforme procédurale, c'est un élément fondamental. Mais pourquoi ? Parce que, à l'heure actuelle, parlons net, on a plutôt ce que j'appellerais une bureaucratie procédurale qu'une procédure qui protège et qui permet d'arriver à la vérité. Vous l'avez dit, Denis Jacob, lorsque toutes les formes parfaitement inutiles qui résultent d'une défiance de principe à l'égard de la police ont été respectées, combien de temps reste-t-il pour les tâches opératoires? Et ça, c'est tout à fait fondamental. Autrement dit, il faut changer fondamentalement tout cela, réunir les gens de toute discipline et puis tenter d'extirper le poison de l'idéologie. On n'est pas obligé d'aimer la police pour la défendre et on n'est pas obligé d'aimer la police pour ne pas accepter qu'elle soit réprimée lorsque rarement elle commet de graves fautes. Vous parlez aussi de bureaux annexes du parquet dans les directions départementales de la sécurité publique. Oui. Dans les grands centres de police, dans les grandes DDSP, nous souhaiterions effectivement que soit ouvert. Alors on peut l'appeler comme on veut, nous on parle d'annexe de parquet, eh bien parce que si on avait un représentant de la justice présent dans un commissariat, ça éviterait des procédures inutiles puisque le magistrat serait sur place et dirait ben non, cette affaire-là ne vaut pas la peine qu'elle soit traitée pour X raisons expliquées, réglementairement, et donc faire gagner du temps de travail aux policiers pour ne pas rédiger des procédures inutiles alors que la procédure à peine commencée, la personne sera déjà remise en liberté. Gagner du temps de travail oui. Et gagner aussi de la proximité, c'est bien absolument, ça? Mais tout à l'heure, j'ai parlé de mes vœux utopiques. Là, je crains, Denis Jacob, que vous soyez vous-même sur le même registre que moi, parce qu'on vous répondra, mais on n'a pas assez de magistrats, et ce serait une très bonne idée. On voit très bien l'idéal qu'il faudrait atteindre dans beaucoup de domaines, mais il faut voir, et pardon de revenir un petit peu en arrière, sur la bureaucratie procédurale, c'est que ça résulte d'une perversion intellectuelle. L'idée qu'en réalité, une procédure n'est valable que si elle accumule les garanties et si elle a une conception hémiplégique de l'état de droit. L'état de droit, ça je le développe sans convaincre depuis 50 ans, ça n'est pas uniquement un dispositif fondamental qui est prévu pour les transgresseurs. Je rêve d'un état de droit qui soit au service de la majorité des honnêtes gens. Or, profondément, l'état de droit tel qu'un certain progressisme délétère le définit, il est destiné à combattre tout ce que la police pourrait avoir d'efficace, comme si en réalité même les gardes à vue les plus tranquilles étaient des réunions où des dames se réunissent pour des salons de thé. Vous comprenez, il faut être clair. On arrive à la fin de ce débat, mais oui, déjà. J'ai été trop long, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal pour arriver à apaiser ces relations police, justice, médias, société aussi, parce qu'on voit bien qu'en ce moment c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait aborder les problématiques, quand on parle de la police, de manière beaucoup plus sereine et de ne pas se précipiter sur une affaire et de la présenter tout de suite comme une faute policière, une bavure policière, c'est un terme que je n'aime pas du tout, et puis de l'aborder sereinement et d'attendre surtout l'enquête pour voir si les faits dont on nous reproche trop souvent et de manière injuste une responsabilité, eh bien de voir effectivement s'il y a une responsabilité coupable des policiers plutôt que de les lancer à la vindicte populaire. Voilà, des relations apaisées, police-justice, 10 secondes. 10 secondes. Scandale de la présomption de culpabilité qui pèse sur les policiers et deuxièmement, lorsque la police accomplit son devoir, il faut qu'elle soit soutenue à tous les niveaux du pouvoir.